Quelque part dans le haut désert du sud-ouest américain, creusé dans les parois des canyons et disséminé sur 1000 km² de grès, se dressent des bâtiments vides depuis 800 ans. Des constructions en maçonnerie parfaite haute de 5 étages alignés sur les étoiles et complètement abandonnées. Les manuels scolaires vous diront qu'une civilisation a disparu ici. Un peuple paisible d'agriculteurs qui a bâti l'une des cultures les plus sophistiquées de l'Amérique du Nord précolombienne puis qui a tout simplement disparu vers 1200 après Jésus-Christ. Pendant un siècle et demi telle fut l'histoire. Un mystère sans fin, puis de l'ADN ancien a été extrait des ossements qu'elles ont laissés derrière elles. Et lorsque les résultats sont arrivés, presque tous les éléments du récit classique se sont effondrés. Les Anastasia n'étaient pas celles qu'on nous avait décrites et la vérité est encore plus troublante. Ils n'ont en réalité jamais disparu. Ce que l'ADN a révélé est plus étrange encore qu'une disparition. Et la vérité était sous nos yeux depuis tout ce temps. Pour comprendre ce que l'ADN a bouleversé, il faut d'abord comprendre ce qu'il bouleversait. Cela implique de remonter à une civilisation qui, pendant près de 3 siècles, a été la plus sophistiquée au nord du Mexique. Le canyon de Choco se situe dans le haut désert du nord-ouest du Nouveau-Mexique. Une simple entaille dans le Grelong d'environ 14 km, cernée de nulle part, aucun cours d'eau important, aucune vallée fertile, aucune raison apparente à première vue de croire que quelqu'un y ait construit quoi que ce soit. Et pourtant, entre 900 et 1150 environ, elle devint le centre politique, religieux et architectural d'une civilisation qui s'étendait sur 233 km², une superficie supérieure à celle de l'Irlande. On y construisit de grandes demeures, plus de 150. D'imposantes structures en pierre s'élevant jusqu'à 5 étages, certaines comptant plus de 600 pièces, bâties selon des techniques de maçonnerie que les constructeurs modernes peinent encore à reproduire. Les murs étaient constitués d'un noyau intérieur en moellon recouvert d'un parement de grès taillé avec précision. Les pièces étaient agencées de manière à suivre les mouvements du Soleil et de la Lune sur des cycles de plusieurs décennies. Au moins une structure, un pétroglyphe en spirale sur Fijata, marquait le solstice d'été à quelques minutes près. La conception témoignait d'une précision astronomique et l'ensemble était relié aux autres éléments. Un réseau de routes, dont certaines atteignaient 9 mètres de large, sillonnait les canyons sur des centaines de kilomètres en ligne parfaitement droite. Il ne s'agissait pas de routes commerciales au sens traditionnel du terme. Elles escaladaient les falaises au lieu de les contourner. Elles ignoraient le relief. Elles étaient conçues pour exprimer quelque chose de la culture qui les avait créées et non simplement pour transporter des marchandises d'un endroit à un autre. Au centre de tout cela se trouvaient les cas des chambres cérémonielles circulaires semi-enterrées construites au cœur de chaque grande maison. Certaines étaient petites, d'autres assez vastes pour accueillir des centaines de personnes. C'étaient des lieux de rassemblement, les hôtels, les salles, où pendant près de 3 siècles, les fondements de cette civilisation se sont consolidés de génération en génération. À tous égards, Choco était extraordinaire la planification, l'ingénierie, la précision astronomique, l'ampleur du travail coordonné nécessaire à sa construction. Il ne s'agissait pas d'un ensemble de villages épars, mais de quelque chose de plus vaste, d'organisé, doté d'un centre névralgique. Puis, vers 1200 après Jésus-Christ, cela prit fin. Non pas progressivement, non pas lentement. Les grandes demeures furent abandonnées en quelques générations. Les routes devinrent silencieuses. La population qui avait bâti et entretenu l'un des projets de construction les plus ambitieux de l'Amérique du Nord préhistorique s'en alla tout simplement, laissant tout en plan. Maçonnerie parfaite, murs de 5 étages, chambres cérémonielles remplies d'objets rituels vides. Longtemps, cela a été considéré comme l'un des grands mystères de l'archéologie américaine. Que s'était-il passé ici? Où étaient passés tous ces gens? La réponse qui s'est imposée dans les manuels scolaires tout au long du 20e siècle était rassurante, une civilisation agricole paisible, démocratique, égalitaire, presque utopique. Un peuple qui vénérait le soleil, le blé et les saisons, qui vivait en harmonie avec la terre et entre ses membres, et qui, pour des raisons inconnues, finit par se disperser dans le désert et disparaître de l'histoire. On leur donna un nom emprunté à la langue Navajo, Anastasia. Un mot aujourd'hui perçu comme porteur de connotations délicates, raison pour laquelle de nombreux archéologues préfèrent aujourd'hui le nom ancestral P'Bloon. Mais pendant la majeure partie du siècle dernier, Anasazi était le nom donné à ce mystère. Et ce mystère avait une structure bien définie. Une civilisation a émergé. Une civilisation a disparu. Voici les ruines qu'elle a laissées derrière elle. Telle était l'histoire. C'était l'histoire des musées. C'était l'histoire des documentaires.
C'était l'histoire enseignée à des générations d'écoliers et répétée dans les manuels scolaires. Des paysans paisibles, une civilisation perdue, un peuple disparu. Le problème, c'est que presque tous les éléments de cette histoire ont été élaborés avant même que l'on puisse déchiffrer les ossements, avant l'analyse de l'ADN ancien, avant que la génomique médico-légale ne devienne une discipline rigoureuse, avant que quiconque n'ait séquencé le matériel génétique des squelettes enfouis sous ces grandes maisons et ne l'ait comparé à celui des populations vivant aujourd'hui dans le sud-ouest américain. La version classique des analyses s'est construite à partir de poteries d'architecture et d'une bonne dose d'illusion. C'était une histoire écrite en l'absence des preuves les plus importantes. Lorsque ces preuves sont finalement arrivées sous la forme d'ADN, ancien extrait d'ossements restés un siècle dans les tiroirs d'un musée, elles n'ont pas simplement modifié la version classique. Elles l'ont complètement anéantie. L'analyse de l'ADN ancien est exactement ce que son nom indique. Les scientifiques extraient du matériel génétique de restes squelettiques enfouis dans le sol depuis des centaines ou des milliers d'années, le séquencent en le comparant au génome moderne et dressent un portrait biologique détaillé de ces personnes, qui elles étaient, d'où elles venaient et comment elles sont apparentées à la population actuelle. C'est au sens propre du terme une machine à remonter le temps faite d'ose. Pendant la majeure partie du 20e siècle, cela s'est avéré impossible. La technologie nécessaire n'existait pas. Les archéologues ont étudié les anicies à partir de fragments de poterie, d'analyses architecturales et des traditions orales des communautés descendantes lorsque celles-ci étaient consultées. Ils ont élaboré des théories complexes sur la forme d'une meule à maïs ou le style d'un vase cérémoniel. Ils faisaient de leur mieux avec les outils disponibles, mais les ossements eux-mêmes, témoignages biologiques essentiels de l'identité de ce peuple, sont restés pour la plupart inexploités dans les tiroirs des musées. Puis dans les années 2010, le séquençage de l'ADN ancien a atteint un niveau de précision permettant aux chercheurs d'extraire du matériel génétique exploitable à partir de restes squelettiques Chakawan. La première étude menée à Pueblo Bonito, la plus imposante maison errante du canyon, a abouti à une découverte qui aurait dû à elle seule mettre fin au discours égalitaire et pacifique. Les individus inhumés dans la chambre 33, l'une des cryptes les plus prestigieuses de Pueblo Bonito, ne représentaient pas un échantillon aléatoire de la population Chakawan. Ils étaient étroitement apparentés par les femmes sur 9 générations. Et il s'agissait d'une dynastie matrie, une lignée régnante qui depuis plus de 300 ans enterrait ses morts dans la même chambre, dans la même grande demeure. Des nattes de roseaux, des turquoises par milliers des trompettes en coquillage de la côte pacifique. Ce n'étaient pas les tombes de citoyens ordinaires, une communauté agricole démocratique. Ces tombeaux étaient ceux d'une élite héréditaire, une classe dirigeante qui avait exercé le pouvoir au Choco durant toute sa période d'ascension et de chute. Les manuels scolaires décrivaient un peuple sans roi. L'ADN lui révélait une dynastie. Ce seul fait suffisait à remettre en question le récit traditionnel. Mais c'est la seconde découverte qui a véritablement bouleversé le domaine. Lorsque les chercheurs ont comparé le profil génétique tchécoslovaque à celui des populations voisines de l'ancien Sud-Ouest, une incohérence est apparue. Les populations ancestrales de la région partageaient une signature génétique claire et constante. Les lignées de chasseurs-cueilleurs et d'agriculteurs primitifs qui vivaient dans le désert depuis des milliers d'années avant l'apparition du canyon de Choco étaient détectables dans presque tous les échantillons squelettiques prélevés aux 4 coins du canyon. Mais au canyon de Choco même, et particulièrement parmi les sépultures d'élite, des signaux supplémentaires ont été observés. Des signaux qui ne correspondaient pas à ceux des populations environnantes. Des signaux génétiques semblaient provenir d'ailleurs d'un lieu situé au-delà du sud-ouest et avoir pénétré le patrimoine génétique Chakawan. Quelque chose, ou plus précisément quelqu'un, était venu d'ailleurs et avait intégré directement la lignée dirigeante. Il ne s'agit pas d'une découverte mineure. En archéologie, une discontinuité génétique de ce type indique presque toujours une migration. L'arrivée d'une nouvelle population, la mise en place d'une nouvelle structure de pouvoir et la concomitance du signal concentré dans les sépultures du 9e au 12e siècle coïncident exactement avec la période où Choco Canyon se transformait d'un ensemble dispersé de villages de maisons semi-enterrées en le projet architectural le plus ambitieux de l'Amérique du Nord préhistorique. Quelque chose était arrivé à Choco vers l'an 900. Quelque chose qui avait pris possession des espaces les plus prestigieux. Quelque chose qui introduisait un nouveau signal génétique, une nouvelle ambition architecturale et apparemment une nouvelle conception de l'organisation du pouvoir.
La question qui s'ensuivait était évidente: d'où cela venait-il? L'ADN peut fournir des indices, mais ne suffit pas à lui seul. Des signaux génétiques anciens peuvent révéler qu'une population est atypique. Ils peuvent indiquer que cette population se situe dans une direction particulière. Mais pour confirmer l'origine, il faut plus que la génétique. Il faut des données architecturales. Il faut des artefacts. Il faut déceler les subtiles traces culturelles qui accompagnent les êtres humains lors de leur migration. Les chercheurs se sont tournés vers le sud. Ils ont étudié les marchandises apparues à Choco à cette époque, des plumes de Macao provenant du Mexique tropical, des cloches en cuivre issues de la tradition métallurgique mésoaméricaine. Des résidus de cacao et des récipients cérémoniels ont été identifiés par analyse biochimique de fragments de céramique. Une plante qui ne pousse que dans les régions tropicales terrestres à plus de 1,0 mètre de distance. Les données génétiques et matérielles concordaient. Tout indiquait la présence de la vallée de Mexico. Et une fois que les chercheurs ont suivi cette piste, ce qu'ils ont découvert était plus sombre que tout ce à quoi quiconque s'était préparé. Pour comprendre ce que l'ADN révélait, il faut se pencher sur la situation qui prévalait à un 600 km au sud des siècles avant l'âge d'or du Choco. La vallée de Mexico au 9e siècle était un monde en pleine mutation. Les grandes civilisations classiques de Mésoamérique s'effondraient. Teotihuacan, jadis la plus grande ville des Amériques, s'était effondré quelques siècles auparavant. Les Mayas des basses terres du Sud entraient dans la crise qui allait vider leur cité en l'espace d'un siècle. Le pouvoir se fragmentait, les populations se déplaçaient, et les traditions religieuses et politiques de la Mésoamérique, avec leurs rituels sanglants et leurs élites théocratiques, cherchaient de nouveaux territoires. À peu près à la même époque, le canyon de Choco dans le sud-ouest américain commençait à changer. Ce sont les vestiges architecturaux qui ont d'abord interpellé les chercheurs, à Wupatki à l'extrémité ouest du monde. Chakwan, les archéologues ont découvert un véritable terrain de jeu de balle. Non pas une reconstitution, mais un terrain de jeu de balle mésoaméricain tel qu'il était utilisé pour les jeux rituels pratiqués dans la vallée de Mexico pendant plus de 1000 ans. Il n'existait aucune tradition de terrain de jeu de balle ailleurs dans le sud-ouest. Aucune évolution locale ne pouvait expliquer son apparition dans le haut désert de l'Arizona. Il avait été importé. Au cœur même du canyon de Choco, dans la grande demeure appelée Cetro Kettle, une façade colonisée longe l'un des murs centraux. Des colonnes alignées le long d'un espace cérémoniel reproduisent fidèlement le style architectural des temples mésoaméricains situés à des centaines de kilomètres au sud. Personne dans la région environnante du sud-ouest ne construisait d'édifices semblables. Plus tard dans l'histoire de Chaco, quelqu'un a comblé les colonnes comme si la signature était devenue gênante, mais la construction originale était indubitable. Quelqu'un à Cetro Kettle construisait dans le style de la vallée de Mexico, puis vinrent les dents. Au cœur du site cérémoniel de Pueblo Bonito, parmi les sépultures de l'élite ayant déjà livré le signal matrimonial dynastique, les chercheurs découvrirent une unique dent limée. Un style particulier de modification dentaire, façonné et ébréché selon un motif courant en Mésoamérique et totalement inconnu dans le sud-ouest américain, le Grand Bassin, les montagnes rocheuses et les grandes plaines. Il n'existait aucune tradition de modification dentaire au nord du Mexique. Aucune. Pas une seule. Et pourtant, on la retrouvait dans la tombe d'un Chacoan de l'élite. Une signature qui n'aurait pu être apportée au nord que par une personne née et élevée en Amérique du Sud. Les données génétiques ont confirmé ce que suggéraient les preuves dentaires. Les signaux atypiques observés dans les sépultures des dirigeants Chacoan correspondent à des populations originaires du centre du Mexique. Il ne s'agit pas d'un grand nombre, ni d'une migration massive, mais d'une présence restreinte et concentrée déposée directement dans les espaces les plus prestigieux de la plus puissante grande maison du canyon. Un tableau commençait à se dessiner. Vers 900 après Jésus-Christ, un petit groupe de personnes fuyant le déclin du monde mésoaméricain entreprit un voyage vers le nord. Il ne s'agissait pas de réfugiés au sens strict du terme. Ils arrivèrent au canyon de Cho-Force de leur connaissance. Connaissances architecturales, astronomiques et religieuses. En quelques générations seulement, Choco, modeste village agricole, se transforma en un centre théocratique organisé, doté de grandes demeures, d'un réseau routier de salles de cérémonie et d'une dynastie régnante qui allait se maintenir au pouvoir pendant près de 3 siècles. L'analyse ADN n'a pas permis aux chercheurs de déterminer leur nombre exact. L'estimation basée sur l'intensité du signal génétique dans les sépultures de l'élite suggère qu'il s'agissait d'un petit groupe, quelques dizaines, peut-être voire d'une seule lignée fondatrice.
Mais quel que soit leur nombre, ils n'étaient pas égaux à leur arrivée. Ils s'étaient hissés au sommet de la structure sociale préexistante du canyon et y avaient bâti un édifice sans précédent. Ce seul fait suffisait à bouleverser le récit traditionnel. Une paisible communauté agricole égalitaire ne se transforme pas du jour au lendemain en une théocratie organisée dotée d'une architecture monumentale. Les civilisations de ce type sont presque toujours l'œuvre d'élites organisées suivant un modèle préétabli. À Choco, ce modèle ressemblait de plus en plus à une version septentrionale. À plus petite échelle du modèle théocratique mésoaméricain, une classe dirigeante détentrice d'un savoir spécialisé, une hiérarchie religieuse et des rituels astronomiques élaborés sur plusieurs décennies. La construction monumentale comme expression de l'ordre cosmique. Mais le modèle mésoaméricain s'accompagnait d'autres choses. Quelque chose que les découvertes archéologiques laissaient entrevoir depuis des décennies, mais que la plupart des chercheurs hésitaient à nommer ouvertement. Car ce que les peuples de la vallée de Mexico ont emporté avec eux lors de leur migration, ce n'était pas seulement l'architecture et l'astronomie. C'était une religion qui exigeait le sang. Pendant la majeure partie du 20e siècle, un anthropologue physique, Christy Turner, fut quasiment le seul à tenter d'expliquer la signification des ossements Chicowan. Pendant plus de 30 ans, ses collègues espérèrent qu'il abandonnerait ses recherches. Turner avait suivi une formation de consultant médico-légal et avait collaboré avec la police américaine sur des enquêtes pour homicide. Il savait à quoi ressemblaient les ossements humains lorsqu'ils avaient été traités avec respect après la mort, et il savait aussi à quoi ils ressemblaient lorsqu'ils avaient été traités autrement. En examinant les collections de squelettes de Choco Canyon et des grandes maisons Chakawan environnantes, il découvrit une tendance qui contredisait totalement l'image paisible des fermiers. Les ossements avaient été traités ni enterrés, ni incinérés, ni inhumés selon les rites funéraires traditionnels des pueblos ancestraux voisins. Ils avaient été démembrés, brisés, brûlés et dispersés. Les dommages qu'ils présentaient correspondaient avec une précision troublante à ceux que Turner avait observés sur les os d'animaux abattus pour la consommation. Il consacra des décennies à l'élaboration d'une liste de critères médico-légaux. Au moins 6 critères devaient être réunis pour qu'il puisse conclure qu'un assemblage de squelettes témoignait de cannibalisme et non de violence de mutilation rituelle, mais bien de la transformation d'un corps humain en nourriture. Ces critères étaient précis et vérifiables. Le premier était la présence de brûlures à l'arrière du crâne, mais pas sur le visage, ce qui correspondait à une tête placée sur un feu alors que le cerveau était encore intact. Le deuxième élément était l'abrasion par enclume, le motif de raclage caractéristique laissé lorsqu'un os est broyé entre 2 pierres pour en extraire la moelle. Le troisième était constitué de marques de découpe faites par des outils de pierre et non par des dents ou l'érosion, situées aux extrémités articulaires précises où les tendons relient les muscles aux os. Le quatrième était le polissage des poteries, un fin brillant abrasif laissé sur les fragments d'os qui avaient été remués dans des récipients de cuisson en céramique. Le cinquième était constitué de schémas de fracture compatibles avec la cassure d'os frais et non d'os altérés. Le sixième, le plus accablant de tous, était l'absence systématique de vertèbres, qui constitue la source la plus riche de moelle osseuse dans le corps humain et qui avait été pulvérisée dans presque tous les assemblages traités. Appliquée aux vestiges de Chakawan, la liste de contrôle a produit un résultat incontestable. Turner et ses collègues ont identifié près de 300 individus, répartis sur des dizaines de sites Chakawan, dont les restes répondaient à tous les critères médico-légaux, hommes, femmes, enfants, nourrissons, traités de la même manière que les chasseurs Chicowan traitaient le cerf et le lapin. Malgré cela, de nombreux chercheurs ont soutenu que le traitement ne prouvait pas la consommation. Les os portaient des traces de découpe. Ils ne présentaient pas de traces de consommation. Un corps pouvait être démembré à des fins rituelles, notamment pour l'exécution d'ennemis, sans que sa chair ne soit consommée. Cette distinction était importante. L'écart entre le démembrement et la consommation a alimenté le débat pendant plus de 20 ans. La brèche s'est refermée en 1997 sur un site appelé Cowboy Wash dans le sud-ouest du Colorado. Les archéologues ont mis au jour les restes de 7 individus traités selon chacun des 6 critères de Turner. Et dans le foyer central de la communauté à côté des ustensiles de cuisine, ils ont trouvé autre chose des excréments humains desséchés recouverts de cuprurie et conservés par le climat aride du désert déposés sur le lieu du traitement. Le biochimiste Richard Marlar a importé le cuprite dans son laboratoire de l'Université du Colorado et a mis au point un test pour la myoglobine humaine, une protéine spécifique. La myoglobine se trouve exclusivement dans les muscles squelettiques.
Elle est absente du reste du corps humain et du tube digestif des personnes ayant consommé des végétaux ou des animaux. La myoglobine humaine ne peut se retrouver dans les selles humaines que si une personne a consommé du muscle squelettique d'une autre. Marlar a réalisé ce test 6 fois en triple exemplaire, sur plusieurs semaines avec tous les contrôles possibles. Chaque résultat s'est révélé positif. Le cannibalisme à Cowboy Wash n'était plus une hypothèse, mais un fait biochimique confirmé par un test inédit appliqué aux vestiges archéologiques. L'acceptation des preuves de Cowboy Wash a permis de mieux comprendre le schéma général de Chakawan. Environ un squelette sur 50 provenant du monde de Chakawan présentait la signature médico-légale complète. La répartition géographique de ces cas correspondait presque parfaitement à celle des grandes maisons elles-mêmes. 90% des restes traités ont été trouvés dans ou à proximité des centres cérémoniels de Chakawan. Le timing était encore plus précis. La trace de cannibalisme est apparue dans les archives archéologiques presque exactement au moment de l'ascension de Choco et a disparu presque exactement au moment de sa chute. Ce schéma était trop spécifique pour être un hasard. Le cannibalisme en temps de paix dans une région sans preuve de guerre généralisée, au sein d'un climat d'abondance agricole concentré dans et autour des centres cérémoniels d'une civilisation théocratique coordonnée n'était pas le signe de la famine. Ce n'était pas le signe d'un conflit. C'était la signature de quelque chose d'organisé. Turner et les chercheurs qui travaillaient à ses côtés ont élaboré cette hypothèse lentement au fil des années, en la confrontant à toutes les explications alternatives. Il en est ressorti une théorie qui combinait les preuves génétiques, les preuves architecturales, les preuves dentaires et les preuves médico-légales en un seul tableau. Un petit groupe arriva à Choco fuyant le déclin du monde miso-américain vers la fin du 9e siècle. Ils apportèrent avec eux les terrains de jeu de balle, les façades à colonnes et les alignements astronomiques. Mais ils apportèrent aussi la religion qui avait soutenu les élites méso-américaines pendant des siècles. Une religion où l'univers avait besoin de sang pour fonctionner. Une religion où la consommation de chair humaine pratiquée par les prêtres et sanctifiée par une nécessité cosmique était l'expression ultime du pouvoir sur les autres êtres humains. Dans la vallée de Mexico, cette religion avait été le fondement du contrôle social pendant 1000 ans. Des prêtres d'élite consommaient les corps des captifs sacrifiés. La cérémonie était publique. Le message était sans équivoque, les dieux l'exigeaient. Les prêtres l'administraient, et quiconque résistait à ce système devenait lui-même la prochaine offrande. Transposé dans le sud-ouest américain, ce modèle religieux ne nécessitait pas une large population de croyants pour fonctionner. Il lui fallait une petite élite organisée et impitoyable, ainsi qu'une population locale terrorisée et prête à se soumettre. Les Anastasia de cette interprétation n'étaient pas les cannibales. Ils étaient des sujets, les victimes. Cette population fut maintenue en place pendant près de 3 siècles par une lignée dirigeante qui avait importé un système de terreur religieuse de 1000 lieues et l'avait adapté au canyon de grès des 4 coins. C'est cette partie de l'histoire qui explique le plus directement la configuration particulière des ossements. Le cannibalisme est ici utilisé comme une arme et non comme un moyen de se nourrir. Les rapports médico-légaux ne montrent pas de consommation régulière des morts par les communautés. Ils révèlent des événements catastrophiques et concentrés des familles entières décimées en une seule nuit des enfants tués avec leurs parents. Des corps démembrés avec une précision quasi rituelle puis éparpillés dans les salles d'apparat des grandes demeures afin que toute la région sache ce qui s'était passé et pourquoi. Le but, affirmait Turner, n'était pas de se nourrir mais de faire passer un message. Une campagne de terreur n'a besoin que de quelques victimes pour soumettre des milliers de personnes. La nouvelle de ce qui s'était passé dans un seul village suffisait à garantir l'obéissance de 50 autres. Il n'était pas nécessaire de mettre la menace à exécution fréquemment. Il suffisait qu'elle soit crédible. Et dans une culture qui vénérait les centres cérémoniels du Choco comme le cœur religieux du monde, le message véhiculé par ces centres revêtait un poids considérable. C'est là que l'histoire devient véritablement difficile à raconter. Il est essentiel de la raconter de manière responsable et claire. Les communautés descendantes des PBLO, les Hopi, les Oni, les Acomas et les PBLO du Rio Grande contestent cette interprétation depuis des décennies. Elles ont souligné, à juste titre, que les accusations de cannibalisme ont été utilisées tout au long de l'histoire américaine pour déshumaniser les peuples autochtones. Ils ont soutenu que les preuves médico-légales, aussi précises soient-elles, ne peuvent pas reconstituer le sens des événements qu'elles relatent. Et ils ont insisté sur le fait que ce qui s'est passé à Choco est arrivé à leurs ancêtres et non à cause d'eux. Cette distinction est importante. Les preuves elles-mêmes, les signaux génétiques,
les modifications dentaires, les signatures architecturales, la myoglobine dans les coprolites, confirment précisément cette interprétation. Une petite élite d'origine américaine, une population locale terrorisée. Un système théocratique maintenu par la violence religieuse jusqu'à son effondrement final sous le poids de ses propres contradictions. Ce que les communautés descendantes ont toujours affirmé et que l'ADN semble désormais confirmer, c'est que le cannibalisme à Choco n'était pas inhérent à la culture Pueblo. Il résultait de l'appropriation de cette culture par une classe dirigeante importée qui, pendant 2 siècles et demi, s'est servie d'une religion empruntée pour se maintenir au pouvoir. Le monde Chacoan ne reposait pas sur le consentement. Il était maintenu par la terreur. Et la terreur, comme toute civilisation qui s'y est un jour appuyée, finit par le découvrir. Est un système voué à disparaître. Aux alentours de 1150 après Jésus-Christ, le moment fatidique arriva. Et lorsque ce fut le cas, tout ce qui avait été construit sur ses fondations s'effondra d'un seul coup. L'effondrement ne survint pas d'une seule direction, mais de plusieurs à la fois. Et la chronologie de cet événement est l'une des transitions les plus précisément documentées de l'archéologie nord-américaine. Le premier signal est venu du climat. L'analyse des cernes des arbres dans la région des 4 coins, une méthode permettant aux chercheurs de reconstituer les régimes pluviométriques année après année sur plus de 1000 ans, révèle que la tendance au réchauffement qui avait soutenu l'agriculture chicoane pendant près de 3 siècles s'est interrompue au milieu du 12e siècle. Entre 1130 et 1180 environ, le sud-ouest a connu une sécheresse prolongée. Les hivers sont devenus plus froids et les étés plus secs. Les régimes pluviométriques, qui permettaient aux agriculteurs chicoans de cultiver du maïs en altitude et sur des sols a priori inadaptés, ont commencé à se dégrader saison après saison, jusqu'à ébranler les fondements mêmes de l'agriculture. Choco avait toujours été vulnérable à cette situation. Le canyon lui-même ne disposait d'aucune source d'eau fiable. Les grandes demeures, les routes et les centres cérémoniels étaient entretenus grâce à un immense effort coordonné pour acheminer nourriture et matériaux des régions périphériques vers le cœur rituel. Lorsque les régions périphériques ne purent plus produire de surplus, le corps rituel perdit la capacité de se nourrir. Le système théocratique qui contrôlait des centaines de kilomètres carrés de territoire commença à se réduire. Le versement du tribut cessa. La coordination s'effondra. Puis un second signal est apparu. Celui-ci est visible dans les ossements. La signature du cannibalisme présente dans les vestiges archéologiques de Chaco depuis plus de 200 ans commence à disparaître presque précisément au début de la sécheresse. Les derniers ensembles médico-légaux répondant aux 6 critères de Turner se concentrent dans les décennies autour de 1150 après Jésus-Christ. Et après 1180, ils cessent quasiment d'apparaître dans les archives archéologiques. Ni progressivement, ni lentement. Le système qui avait produit ces restes pendant un quart de millénaire a cessé de les produire. Quelque chose s'était terminé. Que la population locale se soit soulevée contre l'élite dirigeante, que les prêtres eux-mêmes aient perdu l'autorité religieuse qui permettait au système de fonctionner, ou que toute la théocratie coordonnée se soit simplement effondrée sous la pression de la pénurie alimentaire, les vestiges archéologiques ne permettent pas de le déterminer avec certitude. Ce qu'ils affirment, c'est que quelques décennies après le début de la sécheresse, les grandes demeures étaient abandonnées. Ni détruites, ni incendiées, simplement abandonnées. Les habitants s'en allèrent en laissant leurs maisons intactes. Vers 1200 après Jésus-Christ, le dépeuplement du canyon était déjà bien avancé. Vers 1250, les communautés chacune périphériques se vidaient elles aussi. Vers 1300, la région des 4 coins, qui avait abrité l'une des sociétés précolombiennes les plus densément organisées au nord du Mexique, était pratiquement désertée. Les salles cérémonielles qui avaient accueilli des centaines de personnes restèrent silencieuses. Les routes qui s'étendaient sur 233 km² furent reconquises par le désert. Les grandes demeures bâties avec une précision obsessionnelle furent livrées au vent et au soleil. C'est à ce moment précis que s'arrête le récit classique. La disparition, la guerre mystérieuse, la civilisation perdue, les bâtiments vides et la question sans réponse. Où sont passés tous les habitants? Et c'est précisément à ce moment que ce récit s'est toujours trompé. Car le dépeuplement de Choco n'était pas une disparition, mais une migration. Les populations qui avaient vécu sous le système Chacoan, qui avaient survécu à tout ce qui s'était passé dans ces grandes maisons pendant 2 siècles et demi, ne disparurent pas dans le désert.
Elles migrèrent vers le sud et l'est suivant les rivières qui coulaient encore le long du Rio Grande jusqu'au Petit Colorado, vers les marais et les vallées fertiles où l'agriculture restait possible malgré l'aridification du climat. Ils emportèrent avec eux le savoir agricole, astronomique et maçonnique qui avait permis à leurs ancêtres de survivre. Et ils laissèrent derrière eux les centres cérémoniels d'un système théocratique qui, de toute évidence, ne méritait plus d'être préservé. À cet endroit, le sentier archéologique s'interrompt. Les preuves médico-légales se font rares. Les grandes demeures restent vides. Et pendant plus de 6 siècles, l'histoire de la disparition de ces gens n'a été transmise que par la tradition orale de leurs descendants. Une tradition que le monde universitaire a largement refusé de considérer comme une preuve. Ce que l'ADN ancien a désormais accompli grâce à une série d'études réalisées au cours de la dernière décennie, c'est confirmer ce que ces traditions orales affirmaient depuis toujours. Les Anadises n'ont pas disparu. Leurs descendants ont toujours vécu sous nos yeux. La question n'a jamais été de savoir où étaient passés les Anastasias, mais plutôt pourquoi on a cru à leur disparition. On a dit qu'une civilisation avait disparu alors que ses descendants vivaient parmi nous. On a dit qu'un peuple avait disparu alors qu'il cultivait les mêmes vallées, accomplissait les mêmes cérémonies et portait en lui l'héritage biologique exact de ceux qui avaient bâti les grandes maisons. La tradition orale a transmis ce récit fidèlement pendant 800 ans. Les archéologues ont tout simplement refusé de l'écouter. L'ADN ancien n'a pas permis de redécouvrir les Anadis. Cela a confirmé ce qui n'avait jamais vraiment été oublié, sauf par ceux qui sont venus plus tard, et ont décidé que l'histoire devait avoir une fin. Le véritable mystère du sud-ouest américain n'est pas ce qui est arrivé aux bâtisseurs de Choco Canyon, mais plutôt le temps qu'il nous a fallu pour réaliser qu'ils étaient toujours là.